Donc, on a programmé notre mind pour l'indépendance financière. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le comment, le véhicule d'accumulation, le business, le comment. Alors, comment choisir correctement son idée de business? Parce que si vous n'avez pas encore de business, je vais vous donner un peu comment choisir 11 ou 12 questions pour choisir son idée de business. Ça, ce sont les top 11 questions que je pose toujours quand je vais créer une idée de business. Alors, je sais que la plupart des gens qui créent leur business, ils ne posent pas ce genre de questions. Ils sont en train de travailler en tant que salariés. Et puis, le patron, il leur dit, écoute, j'ai besoin de tes services. Est-ce que tu veux pas créer ton entreprise et tu travailles avec moi? Et ça commence souvent un peu comme ça, which is pas mal. Mais peut-être la deuxième entreprise, la troisième entreprise, quand vous devez la créer, je veux que vous soyez conscient de, avant de la créer, posez-vous ces 11 questions pour savoir où est-ce que ça va bloquer, où tu vas avoir du challenge, où ça va aller trop vite, pour savoir choisir son idée de business. Donc, c'est comme ça. À chaque fois, il y a des gens aussi qui viennent me voir, Dani, est-ce que tu veux investir dans mon idée de business? Déjà, je regarde la personne. Est-ce que cette personne, je peux lui faire confiance? Quel est son track record? Il a déjà créé des entreprises, il a déjà monté des entreprises, il a déjà réussi, il a déjà investi. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il va me rembourser? Et deuxièmement, je dis, écoute, donne-moi ton idée de business et je ferme les yeux 2 minutes et je pose ces 11 questions dans ma tête pour savoir si je fonce ou je fonce pas dans cette idée de business. Donc, ne tombez pas amoureux de votre business. Posez des questions. Et plus vous avez des oui à ces questions, plus vous avez des business à des millions. Donc, voici les top 11 questions. La première, est-ce que mon prospect éprouve une émotion négative, peur, stress, frustration s'il ne possède pas mon produit ou mon service? Ça veut dire, est-ce que je peux résoudre une douleur? Vous voyez la différence? Un bon businessman, il ne part pas en mode, est-ce que j'aime, il faut aimer mon produit, il faut aimer mon produit. C'est bien d'aimer son produit. Mais je pars d'abord, est-ce qu'il y a une douleur à résoudre? Si la réponse est oui, excellent. Ça veut dire que tu ne vas pas galérer à vendre tes produits comme tu galères, par exemple, à vendre tes tableaux d'art. Parce que peut-être il y a des douleurs, mais pas si intenses. Euh, Deuxièmement, est-ce que mon prospect est lui-même à la recherche active d'une solution à ces problèmes? Ça veut dire, en plus de ça, il va taper sur Internet comment faire ci, comment perdre du poids, comment réparer mon iPhone. J'ai besoin d'un photographe, je tape photographe Bruxelles. J'ai besoin de vendre mon bien immobilier, donc je tape agent immobilier à Bruxelles. Est-ce que mon prospect est lui-même à la recherche active? Si oui, il a une douleur. En plus, lui, il est à la recherche. Il suffit juste que je vienne lui dire, écoute, j'ai la solution. Tu le closes beaucoup plus facilement que si tu as envie de l'influencer, le persuader, de le manipuler à acheter ton produit et service. Il a déjà une douleur, il va venir vers toi beaucoup plus facilement. Donc, s'il n'y a pas déjà ça, moi, je n'y vais pas dans les business comme ça. OK? Maintenant, il y a des business, par exemple, il n'y a pas de douleur pour tout le monde, mais il y a des entreprises qui ont une douleur. Par exemple, une des entreprises que j'ai achetées dernièrement, c'est une entreprise qui fait de la solution télématique. Ce sont des boîtiers qu'on installe dans les camionnettes et dans les gros camions qui permettent un peu aux responsables de la flotte de véhicules de savoir où se trouve le véhicule, comment son chauffeur se comporte, est-ce qu'il est en train de voler du carburant ou pas, est-ce qu'il y a des voyants lumineux qui apparaissent et que le conducteur ne me remonte pas ça et donc la voiture va tomber en panne. Donc j'ai senti la douleur des fleet managers qui n'arrivent pas à faire le suivi de leur flotte de véhicules. Donc il y a vraiment une douleur ici. J'ai dit, OK, c'est pas pour n'importe qui, mais il y a une douleur pour les fleet managers. Donc là, il y a oui. Est-ce que parfois ils sont à la recherche active d'une solution? Est-ce qu'ils tapent sur Google solutions télématiques, fleet management software, des choses comme ça? Si oui, ben je sais que je vais venir mettre des publicités sur Google pour les attirer et je vais pouvoir facilement les rencontrer. Troisièmement, est-ce qu'il y a peu de concurrents sur le marché qui proposent le même service que le mien? Si la réponse oui, il y a peu de concurrents, jackpot. Quand j'ai créé par exemple la conciergerie en Airbnb, il y avait peu de concurrents à Bruxelles. Il n'y avait pas beaucoup de conciergeries à Bruxelles. Donc directement, les clients, il y avait une douleur. Les gens, ils voulaient louer en Airbnb, ils en avaient marre de faire le ménage, ils en avaient marre
de donner les clés, casser leur journée, répondre aux voyageurs. Ils voulaient gérer ça par quelqu'un d'autre. Et ben, il y avait une douleur. Ils cherchaient des solutions sur Google s'il y a des sociétés de conciergerie. Ben là, il suffit juste de créer des annonces Google sur Google conciergerie Airbnb Bruxelles. On gère et ils cliquent dessus et il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Donc, on arrivait facilement sur la première page de Google. Et c'est comme ça, s'il y a peu de concurrents, vous allez pouvoir closer plus facilement. S'il y a beaucoup de concurrents, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais truc. C'est juste que, déjà, un bon signe. S'il y a beaucoup de concurrents, ça veut dire qu'il y a des clients. Parce que s'il n'y a pas de clients, il n'y aura pas autant de concurrents. Donc maintenant, c'est à toi d'être un peu plus sharp, un peu plus motivé et te différencier de la concurrence. On appelle ça l'océan bleu et l'océan rouge. Quand on dit l'océan rouge, ce sont les poissons qui se mordent la queue et il y a du sang partout dans l'océan, donc il y a de la compétition dure. Donc c'est à toi de créer une sorte de bocal ou un aquarium dans l'océan où tu te mets dans l'aquarium et toi, tu te mets le plus gros poisson dedans. Et on appelle ça l'océan bleu. Donc il y a moins de compétition et c'est toi le plus gros poisson là-bas. Et comment tu peux te différencier? Et c'est là, par exemple, il y a beaucoup de coachs immobiliers, mais comment The Mind se différencie des autres? Par le mindset, par exemple. OK? Par la qualité de service. Pareil, vous avez une, euh, une société de conciergerie. Je ne sais pas, est-ce que une société de ménage, est-ce que vous allez vous différencier par le service clientèle? Est-ce que la qualité du travail? Est-ce que le prix le moins cher? Vous voyez, il y a beaucoup de sociétés airlines, il y a beaucoup de sociétés de transport aéronautique. Et donc, est-ce que je pars avec KLM? Est-ce que je pars avec Ryanair? Est-ce que je pars avec EasyJet? Est-ce que je pars avec Qatar Airways? Chaque compagnie se différencie. L'une, c'est plus la qualité, l'autre, c'est le service à bord, l'autre, c'est le moins cher. Vous allez maintenant dans des avions comme Ryanair et tout, les hôtesses, elles font peur. OK? Il n'y a pas de service, vous n'allez pas manger à bord. On vous vend des tickets, je ne sais pas quoi, loto. Parce qu'ils savent qu'il n'y a que les pauvres qui achètent des tickets loto. Donc, s'il y a de la concurrence, c'est pas grave. C'est juste comment vous allez vous différencier. Et il y a un magnifique livre qui s'appelle Le mythe de l'excellence. Vous ne pouvez pas être bon partout. Vous ne pouvez pas être bon dans la qualité, dans le produit, dans le service, service après-vente et l'argent. Vous devez vous différencier un peu. OK? Apple est bon en qualité, mais le prix, c'est trop cher par rapport à la concurrence. OK? D'autres qui sont moins chers, mais moindre qualité, où la batterie ne dure pas longtemps, ou ainsi de suite, où le service clientèle n'est pas bon. Ensuite, est-ce qu'il y a un système d'abonnement mensuel dans mon business? S'il n'y a pas ça dans votre business, ça veut dire que vous pensez encore comme les pauvres. Les élites veulent abonner les gens le plus longtemps possible. Donnez-moi une idée de business qui abonne le plus longtemps possible. Par exemple, la salle de sport. Ben, au bout d'un an, 2 ans, les gens quittent. Donnez-moi encore des idées plus longues. OK? Netflix, c'est une excellente idée. Les gens se restent abonnés plus longtemps, mais c'est des petits montants, 10 euros. C'est pas un du monde. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a d'abonnement tout le temps, récurrent? OK? La consultance, par exemple. Vous embauchez un consultant, il va prester ses services chez les clients. 2, 3, 4 ans, ben, vous allez perdre la récurrence. Euh, Tout à l'heure, je vous ai parlé des boîtiers télématiques, en fait. C'est 4 à 10 ans. Les gens qui sont habitués au logiciel et à la solution télématique, ben, ils restent dedans. Donc, pensez à comment créer un système récurrent. Et si vous ne pouvez pas, si vous êtes par exemple une pizzeria, vous ne pouvez pas faire ça, ben, créez ce qu'on appelle un peu des cartes de fidélité. À la 7e pizza, la 8e est gratuite. Comme ça, tu incites les gens de revenir chez toi. Tu comprends? Il faut créer ce système de récurrence. Ensuite, qu'est-ce que tu peux cross-sell, upsell et downsell? Cross-sell, par exemple, tu vas pour acheter une chemise, on te dit, bah, il y a une offre, si tu achètes une deuxième chemise, la troisième est gratuite. Donc, tu es allé pour acheter une chemise, je t'ai cross-sellé, je t'ai fait acheter une chemise, presque au même prix. Par contre, tu vas pour acheter une chemise, ils te disent, écoute, là, on a un nouvel arrivage, je veux que tu testes ce costume, tu testes un costume et tu l'achètes plus cher que la chemise. Donc, tu es parti pour acheter une chemise, mais tu achètes un costume. C'est du upsell. C'est du upsell, ça veut dire que tu as acheté plus cher que ce que tu es.
qui est parti acheter. Et le downsell, c'est par exemple, vous sortez avec une cravate, avec un pins, ok, avec une pince, avec des boutons à manchette, ok. Donc, ça, c'est du downsell. Ou ce que vous voyez un peu dans les, vous allez par exemple dans un magasin comme Carrefour, quand vous arrivez à la caisse, il y a des petits chewing-gums, il y a des petites magazines de 2 euros, il y a des bonbons, il y a des trucs à gratter pour gagner. 1 euro, 2 euros par-ci, par-là. C'est du downsell, on appelle ça. Donc, pareil, dans votre business, est-ce qu'il y a du cross-sell, upsell, downsell ou vous vendez juste le produit, il n'y a rien d'autre? Commencez à dire, tiens, qu'est-ce que je peux vendre d'autre? Et je connais beaucoup de coachs que je les forme. Ils pensent à vendre des séminaires ou à une formation ou juste ce qu'on appelle one-on-one, coaching one-on-one. Mais il peut faire du upsell, il peut faire créer un mastermind 5 jours, je ne sais plus où dans la nature, ou euh, submergé. Ils ramènent pas mal d'interlocuteurs, ils font un programme extraordinaire, ils vont voyager dans un truc luxueux, passer 5 10 jours. Et ça, ils peuvent vendre ce high ticket. On appelle ça les high tickets. C'est important de vendre des high tickets dans tout business que vous êtes. Peut-être vous vendez des petites choses, mais aussi pensez comment je peux upseller, je vends un peu plus à mon client existant. Et si la réponse est oui, vous pouvez faire ça, ça veut dire vous détenez un bon business. Est-ce que votre business est actif dans le B2B, B2C et B2J? Ça veut dire business to business. Ça veut dire vos clients, ce sont des clients business. B2C, c'est les clients consommateurs, business to consommateur. Tu vois, une pizzeria, par exemple, il y a des consommateurs qui rentrent, B2C. B2B, par exemple, vous vendez de la consultance, vous êtes un bureau d'études, il n'y a que les grandes entreprises peut-être qui font appel à vous. De temps en temps, il y a de B2C. Et les gens oublient ce qu'on appelle le B2J, le business to government, les appels d'offres publics. Et le gouvernement est plein d'organisations publiques peuvent faire appel à vous, que vous soyez dans la rénovation, dans l'ingénierie, dans la consultance, dans le marketing, dans tout, dans le recrutement et ainsi de suite. Si vous arrivez à toucher les trois, ben vous avez plus de clientèle. Pensez, vous avez combien de... C'est plus B2B, B2C ou B2J? Si vous avez les trois, c'est jackpot, guys. OK? Par exemple, on revient à la consultance chez moi. Moi, c'est que souvent, les entreprises qui font appel à des consultants chez moi, donc c'est B2B. Je vais dans une autre entreprise qui est la solution télématique. Ben là, souvent, c'est des B2B et le gouvernement aussi fait appel. Par exemple, la Poste, elle équipe ses véhicules chez nous. Et donc, c'est public. Mais B2C, genre, on n'en a pas, par exemple. Il y a peu de gens, en fait. Il y a quelques personnes qui ont des belles voitures, Porsche, Ferrari et tout ça, que l'assurance les oblige de mettre une solution télématique contre le vol. Eh ben, ils viennent chez nous et ils le mettent. Mais peut-être on peut la vendre à de B2C aussi. Mais souvent, les gens, ils s'en foutent de voir comment ils conduisent. Ou peut-être quelqu'un veut suivre son épouse, son époux, il peut mettre un tracker dedans. Peut-être on va développer cette idée. Je viens d'avoir une magnifique idée. Merci, Gaël. Septième étape. Est-ce qu'on peut trouver mon produit, mon service en ligne 24/24? Est-ce qu'il est scalable? Si vous, pendant que vous dormez, il y a quelqu'un qui peut acheter votre produit ou votre service, c'est jackpot. Sinon, OK, vous avez. C'est pas parce que vous avez des noms, ça veut dire que c'est pas un bon business. Ça veut dire comment je peux faire quelque chose où je peux vendre en ligne, où je peux le rendre scalable. Si j'arrive pas, bah, je suis obligé de franchiser pour le rendre scalable, pour créer plusieurs business comme ça. Huitièmement, est-ce que j'aime? Là, ça devient intéressant. Est-ce que j'aime et je crois en mon produit et mon service? Évidemment, si la réponse est oui, tu n'as pas l'impression de travailler. Tu vas t'éclater parce que tu aimes ce que tu es en train de faire. Mais tu n'es pas obligé. Je connais beaucoup de gens qui mettent la partie moins, 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 moins égoïstique de côté. Et ils vont aller dans des entreprises peut-être qui aiment moins au début et ils vont plus résoudre des douleurs aux gens et ils vont gagner beaucoup d'argent. Et ensuite, ils revendent cette entreprise ou ensuite, ils mettent un CEO dans cette entreprise pour déléguer, pour se dupliquer et aller créer une entreprise qui leur plaît ou acheter des entreprises qui leur plaît. Mais si vous n'avez pas votre ikigai au début, ou vous n'avez pas trouvé votre mission de vie au début, c'est pas grave. Vous pouvez devenir multimillionnaire avant de trouver votre ikigai. Et la plupart des gens multimillionnaires,
avant de trouver leur ikigai, ils ont créé des millions. Pas comme les gens parfois que j'accompagne. Je dis que j'en ai marre de ce que je fais. Je dis, qu'est-ce que tu veux devenir? Je veux devenir coach. Je dis, pourquoi tu veux devenir coach? Pour aider les autres. Je dis, mais aide-toi d'abord. Tu es incapable de t'aider d'abord. Comment tu veux aider les autres? Tu n'es pas crédible. Tout le monde, c'est la tendance de devenir coach. Je déteste le mot coach. Il n'y a que des coachs qui font ça pour gagner de l'argent et ils galèrent pour avoir des clients. Donc, commencez d'abord par résoudre des douleurs. Maintenant, si vous aimez ce que vous faites, si vous êtes bon en ça, jackpot. Si ça monétise, jackpot. Vous avez trouvé votre mission de vie, votre ikigai. Vous n'avez pas l'impression de travailler à vie. Mais moi, j'ai dû créer 3, 4, 5 entreprises avant de trouver ma mission de vie. Mon ikigai, mon business que j'apprécie le plus. Ensuite, est-ce que je peux créer un système, embaucher des commerciaux, créer des franchises d'une manière à que je sois détaché de ce business, qu'il tourne seul sans que je sois là? Si la réponse doit être toujours oui ici. 10, est-ce que mon business fait partie des business classiques? C'est quoi les business classiques? C'est tout ce qui touche un peu à la santé, à l'éducation et au logement. Tout ce qui touche la base de la pyramide de Maslow, tout ce qui est survie, santé, nutrition, logement, perte de poids, c'est ce qu'on appelle les business classiques. Ça a toujours existé et ça existera toujours et vous allez faire de l'argent facile avec ça. Enseigner quelque chose à quelqu'un, que ce soit gagner de l'argent, enseigner comment perdre du poids, des choses comme ça gagne de l'argent, ça a toujours existé, ça existera. Bonne nutrition, être heureux, être épanoui, tout ce qui touche à l'éducation, à la nutrition, à la santé, à l'immobilier, c'est la base de la pyramide de Maslow. Et le onzième, ticket, la onzième question, c'est est-ce que mon ticket moyen est élevé? Par exemple, je suis cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Mikiz, M-A-M-I-K-I-Z, M-I-K-I-Z. Et dans cette entreprise, par exemple, on a créé une sorte, grâce à l'intelligence artificielle, vous prenez votre clé, vous la posez sur la table, vous la prenez en photo recto, vous tournez la clé, vous la prenez en verso. Et avec l'image 2D de votre clé, vous commandez un double. Et grâce à Mickey's, avec Mickey's, vous pouvez commander un double. Et la clé arrive chez vous, peu importe où vous êtes. Vous êtes aux États-Unis, on a des clients. En France, en Belgique, en Hollande, au Mexique. Il y a des gens qui commandent des clés par photo. Ils n'ont plus besoin de se déplacer chez un serrurier et perdre du temps. Et ils payent la clé. Quelques jours plus tard, la clé arrive chez eux. Ils la testent, ça marche. Ils deviennent fous. Comment ça se fait grâce à une photo, j'ai réussi à, à avoir une clé physique réelle? Mais ça, c'est la data, l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on a pu un peu dimensionner. Et 99,9% des clés maintenant sur le marché, on est capable de les copier. Et on vend des milliers et des milliers de clés par jour. Mais est-ce que le ticket moyen, on gagne rien? On gagne rien sur la clé. L'ébauche de la clé, elle nous coûte 10 cents. On fait le double. Ce qui coûte un peu, c'est le transport par la poste. Et on gagne un petit peu dessus de 1 euro. Donc le ticket moyen n'est pas élevé ici. Je dois vendre 1 million de clés pour que je puisse gagner des bénéfices. Mais c'est récurrent, ça tourne pendant qu'on dort. C'est très simple. Et surtout, c'est international. Ça veut dire, s'il y a des millions de personnes qui veulent faire des clés, d'ailleurs, on ne comprend pas comment c'est arrivé aux États-Unis. On n'a jamais commercialisé aux États-Unis. Et le pays qui achète le plus de chez nous, c'est les États-Unis aujourd'hui. Mais on doit faire des milliers et des milliers par jour de clés pour qu'on puisse faire vraiment des bénéfices. Et ça tourne. Mais le ticket moyen est faible. Mais ce n'est pas parce que le ticket moyen est faible, je n'y vais pas. Ça veut dire, si la réponse est non, j'essaie de dire qu'est-ce que je peux faire pour la rendre oui. Vous avez compris un peu. Plus vous avez des oui, plus vous avez des business à 1 million. Et quand vous êtes présent en live, ce que je fais, c'est que je vous demande, donnez-moi votre idée de business et je passe à travers les 10 questions. Et je veux que vous fassiez un tableau comme ça. Et je vous l'ai donné en fait dans le workbook. Donc ici, si vous voyez un peu, au début, est-ce que mon produit ou service répond à un besoin? Est-ce qu'il y a une frustration? Il y a une solution? Oui. Est-ce que votre futur client recherche eux-mêmes? Comment vous vous distinguez s'il y a de la compétition? Est-ce qu'il y a des revenus passifs? Il y a de la récurrence, les abonnements?
Est-ce que vous upsell, vous downsell et vous cross-sell? Est-ce que vous faites du B2B ou B2C, B2J? Est-ce que votre service se trouve en ligne? Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Aimer et croire dans son business, ça vous donne un peu plus de persévérance, ça vous aide à manifester plus vite votre indépendance financière. C'est pour ça, quand vous trouvez votre ikigai, c'est un des paramètres qui augmente la rapidité de manifestation. La- Votre capacité de créer, elle est grande parce que vous êtes en train de créer avec joie. La deuxième meilleure, c'est que vous attendez que vous devenez riche pour être heureux. Et vous êtes en train de frustrer pendant des mois. Ça, vous pouvez aussi avoir de l'argent, mais ça met un peu plus de temps. Mais quand vous êtes joyeux pendant le process de création, le temps de création d'argent est plus rapide, quoi. La loi fonctionne beaucoup plus rapidement. C'est pour ça, il y a des gens qui disent, il faut aimer ce qu'on fait, tu vois. Oui, mais moi, je connais des millions de personnes qui sont millionnaires, ils n'aiment pas ce qu'ils font. Tu vois, comment tu l'expliques? Mais ils ont persévéré, euh, ils ont cette volonté, cette détermination, n'abandonnent pas, et cette frustration et cette impatience, elle les fait reculer le jalon, mais ils persévèrent, ils y arrivent quand même parce qu'ils disent, une fois j'atteins mon indépendance financière, ça va tout faire. Une fois ils l'atteignent, qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas satisfaits, ils veulent un truc plus. Ils ne sont jamais satisfaits. Parce qu'ils ne sont pas heureux pendant le process de création. Ils sont heureux une fois ils atteignent. C'est ce qu'on appelle le détachement, l'attachement émotionnel. Ça veut dire mon bonheur en dépend de mon objectif principal. Quand vous êtes heureux pendant le process de création, comme quand l'enfant est en train de construire son château de sable, il ne veut pas que le papa lui fait le château de sable. Il veut le construire, le château de sable. Et il est encore plus heureux quand il y a la vague qui vient le casser. C'est ça le processus de création qui est powerful et qui vous aide à manifester plus vite et plus rapidement. Donc, ça, c'est le ticket moyen élevé. Vous préférez vendre 100 000 clients à 10 euros ou vous préférez vendre à 100 clients un ticket de 10 000 euros. Les deux vont vous ramener 1 million, guys. Donc, si vous avez 100 clients, facile à avoir, mais vous leur vendez un ticket à 10 000, vous avez 1 million. Par exemple, dans ma société d'ingénierie, mes contrats, c'est aux alentours de 100 000. Je mets du temps pour closer de deal, mais il faut 10 clients seulement et j'ai déjà mon million. Au lieu de vendre 100 000 clés pour avoir 1 million de chiffre d'affaires. Vous comprenez? Donc, évaluez votre idée de business. Mettez quelle est votre idée de business avant de la créer. Et je veux vous dire, est-ce que vous avez des oui? Plus vous avez des oui aux questions, plus vous avez un business à des millions. Maintenant, OK? Donc, je vous ai donné un peu le comment, si vous n'avez pas de business, avant d'aller dans un business ou si vous voulez vous associer avec quelqu'un, posez ces questions avant. Au moins, vous avez un aha moment et vous savez à l'avance où ça va bloquer et comment vous allez bypasser ça pour créer et manifester plus vite et plus rapidement. Donc, une fois que vous avez votre idée de business, maintenant, c'est très simple, on ne va pas passer des heures et des heures, mais en fait, vous allez lancer votre entreprise. Vous lancez votre entreprise, bah, vous allez vous poser des questions. Est-ce que je veux qu'elle fonctionne à base de cash flow ou je veux plutôt lever des fonds? Alors, si vous avez des CAPEX ou si vous avez des investissements à faire, acheter des camions, acheter des machines, acheter des produits, des stocks élevés et tout ça, bah, évidemment, au départ, ça nécessite du capital. Donc, vous allez partir sur lever des fonds, vous allez rentrer des gens avec vous, vous allez emprunter des family, friends and fools pour, on appelle ça les business à financement. Moi, j'aime pas les business à financement, surtout si vous commencez. J'aime bien les business qui sont à base de cash flow. Ça veut dire, vous commencez, vous avez rien, vous dépensez un tout petit peu, et vous commencez à avoir vos premiers clients, vous continuez, et boum, vous arrivez au seuil de rentabilité beaucoup plus rapidement que si vous êtes déjà à moins 1 million et vous devez travailler. Par contre, sur du long terme, quand vous levez des fonds et vous avez un bon business plan, un plan financier et une belle équipe avec vous, sur du long terme, le financement, vous allez faire beaucoup plus de chiffre d'affaires parce que vous pensez grand, vous pensez en mode organisé et tout ça. En mode cash flow, vous pensez vous-même en mode je crée ma propre entreprise, je commence à dépenser peu. Et parfois, il y a des entreprises, vous créez par exemple, vous êtes ingénieur, vous devenez consultant, vous créez votre entreprise, vous n'avez pas besoin autant de finances, vous avez juste besoin d'un PC. Vous achetez le PC, vous êtes à 2 000 euros, 3 000 euros. Vous créez votre entreprise, vous êtes à 10 000 euros.
Et puis, première facturation, vous êtes là. Deuxième facturation, vous avez déjà rentabilisé ce que vous avez mis sur la table. Donc, on appelle ça le seuil de rentabilité est plus rapide par rapport au seuil de rentabilité. Et souvent, moi, j'aime bien créer des entreprises à base de financement. Ça veut dire, si j'ai pas d'argent, je ne dépense pas. Ça m'oblige un peu à contrôler et budgétiser mes dépenses. Maintenant, j'ai déjà été dans des entreprises de financement, j'ai déjà été dans des entreprises de cash flow. Mais ce qui est beau, c'est que quand j'ai commencé à base de cash flow. Ça veut dire, si j'ai pas d'argent, j'embauche pas. Si j'ai d'argent, j'embauche. Sinon, je fais le travail moi-même. C'est à base de cash flow. Tant qu'il n'y a pas de cash flow, je ne peux pas embaucher. C'est le cash flow qui détermine beaucoup de mes décisions en vrai. Et ça, parfois, c'est dommage. Parce que si vous êtes sûr que le produit fonctionne, ben, vous levez de fonds et vous commencez à vendre directement. Mais ce qui est beau, c'est que vu que j'ai créé plusieurs entreprises à base de cash flow, maintenant, quand je demande, quand je veux des entreprises à base de financement et je dois lever de fonds, les personnes et les millionnaires et les amis à moi, ils se battent pour me prêter de l'argent. Parce qu'ils ont vu que ça fait 14 ans que je crée des entreprises, je fais attention à mes budgets, je ne dépense pas plus que je gagne, et ainsi de suite. Donc, ils me font confiance pour me donner leur argent. You got it? Donc, il y a des avantages et des inconvénients, la base de cash flow et la base de financement.